Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, dans cette émission dans laquelle nous allons plonger dans le parcours d'un homme présenté comme le chevalier blanc de la lutte contre la corruption en RDC, aujourd'hui mis à la retraite plutôt, la personne de Jules Alinguété. Son image pourrait être ternie à la suite des révélations que vous allez entendre en cause. 2 journalistes ont mené des enquêtes sur les dossiers retentissants sur lesquels travaillait l'IGF. Ils y ont découvert des dossiers sensibles, des contradictions et même, voire, des pots de vin. Il est là avec nous, l'une des personnes qui a mené justement cette enquête. J'ai le plaisir de vous présenter donc l'éditeur Bélard Mbouyi, directeur du média en ligne finance.cd, plutôt finance-cd.com. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan. Alors, ce sont des révélations troublantes que je m'apprête à découvrir. Vous avez publié plusieurs enquêtes sur l'IGF, particulièrement sur les sujets sur lesquels il travaillait. Et contre toute attente, vous avez découvert des choses. Tout à fait exact. C'est parti d'abord de quoi, en fait? Parce que normalement, jusqu'à preuve du contraire, tous les journalistes, les organisations internationales, même la société civile, saluent les prouesses réalisées par Jules Alinguété. C'est une sortie honorifique, honorante même, à laquelle il a eu droit récemment. Bon, ce n'est pas une sortie honorifique ni honorante non plus. Nous aurons peut-être le temps d'en parler vers la fin de cette émission. Mais dès le départ déjà, disons que, comme tous les citoyens du Congo, nous avons été émerveillés de voir que, pour la première fois, l'Inspection générale des finances fonctionnait quand même d'une certaine manière. Il faisait des enquêtes, publiait des rapports. On était tous emballés dans l'espérance qu'enfin, on pouvait lutter plus efficacement contre la corruption. Il a empêché que certains détournements se produisent. Se produisent, effectivement, voilà. Donc, de bonne foi, nous avons, au niveau de notre média, nous avons relayé plusieurs des rapports et des accusations qui ont été portées par l'Inspection générale des finances contre certaines personnalités, par exemple, de bonne foi. Ouais. Parce que ce soit au Congo ou ailleurs, lorsqu'une structure comme l'Inspection générale des finances émet une parole, on a a priori tendance à faire confiance, quitte à enquêter peut-être plus tard, mais on fait d'abord confiance. Oui, parce que ce sont des gens honnêtes, généralement, en fait. Ce n'est pas n'importe qui devient inspecteur général des finances. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a cette présomption-là. Il y a cette présomption-là, vraiment, de sérieux dans le travail qu'ils font, au regard des attributs qui sont les leurs. C'est dans ce cadre que moi, comme je suis quelqu'un qui aime défendre des choses par conviction, je suis même passé dans des médias pour défendre M. Jules Alinguété. Donc, comme je le disais, j'ai relayé certaines de ces accusations et rapports. Alors, les choses ont changé à partir de quel moment? Ben voilà. Déjà, au départ, lorsque on nous parle du dossier forage, par exemple, il y a quelque chose qui me fait tiquer. Alors, moi, je suis de formation économique. Quelque chose me fait tiquer. On me dit, on nous présente comme étant le plus grand responsable d'un détournement, M. Nicolas Kazadi, qui était le ministre des Finances. Or, lorsqu'on nous donne les détails de cette affaire, on explique que le ministère du Développement rural avait amené un dossier pour la construction de 1000 forages à 400 millions de dollars, ce qui fait qu'un forage revenait à 400 000 dollars. M. Nicolas Kazadi, qui était ministre des Finances, il aurait pu payer parce que c'est son travail. Son travail est de payer. Il n'est pas responsable des programmes ou dossiers sectoriels, donc qui viennent de ses collègues ministres. Il n'est pas leur chef. Il n'est pas le gestionnaire de leur crédit, non. Il ne fait que payer. Il aurait donc dû payer déjà au départ, mais il ne l'a pas fait. Il a estimé que le prix lui semblait assez élevé et il leur a demandé de revoir un peu leur copie pour abaisser. On regarde l'expérience qu'il a en tant que ministre des Finances parce qu'il a eu à décaisser l'argent pour le défourage du procès prise avec la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Ouais. Alors,
Ça fait que le ministre de développement rural, M. Pour avoir travaillé aussi dans les projets de développement, effectivement, il a une longue expérience, effectivement. M. François Rubota et Silver Construction de Mike Kassenga sont repartis. Ils ont revu leur prix. Ils ont rabaissé le prix de 400 000 à un peu moins de 300 000. Ça veut dire que M. Nicolas Kazadi a fait gagner sur ce coup-là au pays 101 millions de dollars. Qui ont permis la construction de 340 nouveaux forages. Alors moi, je me suis posé la question. Un voleur ne fait pas baisser le prix de la masse à voler quand même. Quel est ce voleur qui a envie de voler et qui fait baisser le prix, qui fait perdre à la bande qui veut voler 101 millions de dollars? Ça ne tient pas la route. Donc à ce niveau-là, déjà, j'avais tiqué. C'est le déclic donc. C'est le déclic, bon, mais ce déclic-là était passé, j'avais laissé passer. C'est lorsqu'il y a eu le procès de forage justement, auquel nous avons participé avec mon jeune ami et confrère, que je porte vraiment dans mon cœur, Olivier Kaforo, qui est le patron du journal économique également, Chronique Éco. Devant assister à ce avec procès, qui vous avez produit justement ces enquêtes, oui. Tout à fait, oui, oui. Nous avons assisté au procès et l'inspection générale des finances a été convoquée comme témoin à charge. Donc, il devait expliquer comment l'argent a été détourné. Jules Alinguette n'est pas venu lui-même, mais il a délégué 3 inspecteurs généraux de finances, dont l'un s'appelle Olenga, d'ailleurs, celui que nous avions suivi. Alors, nous, on s'attendait à ce que ces témoins de l'inspection générale des finances puissent nous montrer en quoi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était fautif dans l'affaire, ou comment il a détourné l'argent. Eh bien, rien. Rien contre Nicolas Kazadi, rien du tout. Alors, à la fin, on se demandait, mais nous avons peut-être été bernés dans cette affaire-là. Parce que même l'entrepreneur Mike Kassenga a été relaxé par la justice. Il n'y a que le ministre Robota qui a été condamné pour conflit d'intérêts dans cette affaire-là. Même pas pour détournement, mais conflit d'intérêts. Donc, seulement nous avons résolu, Olivier Kaforo et moi, de mener les enquêtes sur tout ce que... C'était louche pour vous? C'était vraiment très louche, parce que faire dire, lancer des campagnes médiatiques, faire dire des choses dans les médias, sans qu'il n'y ait un rapport, sans qu'il y ait des rapports qui établissent la responsabilité des uns et des autres, des rapports clairs. Et puis lorsqu'il y a un procès, vous arrivez... Tout ce que vous avez sali dans les médias, vous n'arrivez même pas à montrer leurs responsabilités. Nous avons trouvé que ce n'était pas correct, ce n'était pas honnête du tout. Essayons d'enquêter par nous-mêmes. Alors nous avons dû enquêter, éplucher des documents pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'agit. Donc nous avons enquêté sur les dossiers forage, les dossiers lampadaires, les dossiers Arena, les dossiers centre financier de Kinshasa. Mais sur ce dernier dossier, il n'y avait pas eu tellement de controverses, donc ce n'est pas beaucoup plus important. C'est les 3 premiers qui nous ont vraiment le plus captivés. Voilà. Alors, pour le dernier dossier centre financier que vous avez abandonné carrément, mais il y a quand même des choses à dire. Le fait qu'on donne autant de millions, c'est nous qui finançons totalement le projet, mais ce sont des Turcs qui vont l'exploiter, notamment l'hôtel en question, pendant au moins plus de 49 ans, si je ne m'abuse pas. Il y a un grand manque à gagner aussi pour la République. Si réellement M. Nicolas Kazadi a l'intention de pouvoir faire bénéficier à la République, on ne va pas céder un patrimoine que nous-mêmes avons construit aux autres, aux expatriés, aux étrangers notamment. Bon, déjà... Vous n'avez rien vu de louche là-dessus? Non, non, il n'y a rien de louche. Le fait qu'aujourd'hui, les infrastructures ne sont pas encore livrées totalement. Oui, les travaux ne sont pas totalement finis. C'est la société qui a construit le centre financier a beaucoup préfinancé. Ce n'est pas vraiment exact de dire que c'est nous qui avons financé. Ils ont préfinancé. Nous donnons tous les détails des montants qui ont été avancés pour avancer. Et c'est le Congo qui les rembourse petit à petit. Donc ce n'est pas exact de dire que c'est nous qui avons... Ah bon? Alors, les premiers rapports que j'avais lus, j'avais cru comprendre que c'est la RDC qui avait pris justement en charge tous ces travaux. Cela n'est pas exact du tout. D'ailleurs, quand vous regardez le prix au kilomètre, au mètre carré de construction, par exemple, de ce centre financier, il est à peine de 1700, 1800 $. Quand on compare avec, par exemple, la tour F d'Abidjan qu'on construit actuellement, qui sera peut-être la tour la plus haute d'Afrique, le prix au mètre carré est de 3500. Ça veut dire que nous avons fait moitié moins.
Donc on ne peut pas nous accuser de surfacturation alors que nous faisons moitié moins que les Ivoiriens, par exemple. Ouais. Vous imaginez. Donc, alors Jules Alinguet... Je tiens à préciser que Jules Alinguet a fait un communiqué officiel pour dire que il n'a jamais dit quoi que ce soit de mauvais contre la construction du centre financier et que tout ce qui s'y déroulait était parfaitement normal. Donc, de ce côté-là, il n'y a même pas de débat. C'était des campagnes médiatiques qui étaient menées, mais à la fin, par sa propre parole, il avait indiqué qu'il n'avait pas de reproches à faire. D'accord. Alors, revenons maintenant aux 3 premiers projets, ou aux dossiers, forage, lampadaire et Arena. Oui. Jules Alinguet intervient où, à quel moment? Quelles sont les choses que vous avez découvertes en menant vos enquêtes? Oui. J'aimerais d'abord expliquer ces dossiers, comment ça s'est déroulé. Le premier dossier que j'aimerais aborder, c'est le dossier des forages. Le dossier des forages ne ressort pas des attributions du ministre des Finances. Le ministre des Finances ne construit pas des forages, voyez-vous. Aujourd'hui, on vient de condamner l'ancien Premier ministre Matata Ponyo pour le projet Bukangalonzo, par exemple. Il était Premier ministre, il était en même temps ministre des Finances. On l'a condamné pour sa qualité d'ancien Premier ministre. On ne l'a pas condamné nulle part en tant que ministre des Finances. Non, on n'a même pas condamné son ministre délégué aux Finances, qui est M. Kitebi Mvoul, par exemple, Patrick, qui était là à l'époque. Non. Pourquoi on a condamné l'ancien Premier ministre? Parce que c'était lui le responsable du projet. C'était lui qui pilotait le projet. Le ministre des Finances ne fait que payer, c'est son rôle. On peut retourner dans le passé. Nicolas est plutôt le président de l'Assemblée nationale actuelle, M. Vital Kamerhe, et lorsqu'il était directeur de cabinet du président de la République, il avait fait le choix de piloter le programme de 100 jours du président de la République. En lieu et place du Premier ministre, Bruno Tshibala à l'époque, en estimant que Tshibala était sortant, c'est la présidence qui devait piloter le programme. Bien, il l'a piloté. Avec toutes les il en a assumé toutes les conséquences à l'époque sur le plan judiciaire. C'est-à-dire que c'est lui qui fut convoqué pendant l'instruction, mis en examen, jugé et condamné avant d'être acquitté plus tard. Ça, c'est un autre problème. Bon, c'est lui qu'on a condamné à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pilotait le programme. Le ministre des Finances de l'époque, c'était le ministre Riav Mouland. On l'avait juste convoqué au procès comme témoin pour expliquer comment on lui avait fait la demande de sortie des fonds et tout ça. Mais que les maisons préfabriquées aient été surfacturées ou n'aient pas été livrées, ça n'a rien à voir avec le ministre des Finances. C'est l'affaire de celui qui pilote c'est l'affaire de celui qui est le responsable de son projet. C'est l'affaire du sectoriel, en réalité. C'est comme ça que ça se passe. Ici comme ailleurs, l'ancien président de l'Afrique du Sud, M. Jacob Zuma, il a été condamné pour avoir fait surfacturer les travaux de sa résidence secondaire. Et puis il a été condamné seul. On n'a pas condamné ce ministre des Finances. Parce que c'est lui qui avait sorti l'argent. Non, mais c'est son rôle de sortir l'argent. La responsabilité incombe aux responsables de l'action à mener. C'est ça le problème. Je ne sais pas pour quelles raisons. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Nicolas Kazadi soit le seul à faire exception. Ça veut dire qu'il y a des responsables des projets qui se font payer par le ministre des Finances, dont c'est le rôle. Mais quand ça tourne mal ou supposément mal, tout le monde veut que ce soit Nicolas Kazadi qui soit incriminé. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, nous n'avons pas compris, Olivier et moi, cet acharnement-là. Alors, je reviens à ce projet de forage. Oui. Le projet de forage est conçu par le ministre du Développement rural. Il veut les produire très rapidement parce que la campagne électorale approche. Le président de la République doit pouvoir vanter cela parmi ses résultats, les résultats de son action en faveur de la population. Donc il sollicite un paiement en mode d'urgence. Il va voir le Nicolas Kazadi, qui était ministre des Finances. Nicolas Kazadi explique, je l'ai dit tantôt, que ça lui semblait un peu cher. Il a donc exigé qu'on puisse revoir les prix à la baisse. Ce qui a été fait. Donc le Congo a pu gagner 101 millions de dollars là-dessus, comme je l'ai dit. Donc 340 nouveaux forages, dont certains ont été construits
Il y en a à Maluku ici, il y en a dans plusieurs provinces d'ailleurs. Beaucoup de gens ne s'y penchent pas. Quand les gens en parlent, c'est comme si cela n'était pas fait du tout. Nous donnons quelques détails des endroits où ces forages avaient été construits. Voilà. Alors, l'inspection de finances intervient dans l'affaire pour dire que les prix des choses étaient facturés, étaient surfacturés, et automatiquement il lance des campagnes de presse pour incriminer le ministre des Finances en premier. Si aujourd'hui, vous posez la question dans la rue aux gens pour savoir qui est le responsable de l'affaire de forage, on va vous citer Nicolas Kazadi. Peu de gens vont vous citer François Roubota, qui était le concepteur de son projet et le responsable de son projet, et qui a même été jugé et condamné par la justice pour cela, pour conflit d'intérêts. On va vous citer celui qui n'a absolument rien à voir dans cette affaire-là. Donc, y a-t-il un rapport qui établit la responsabilité de Nicolas Kazadi à quelque niveau que ce soit? Non. C'est juste une campagne de presse, de médisance, tout ça, tout ça. Nous n'avons trouvé rien de consistant contre lui. Alors, qu'est-ce que votre rapport a révélé justement? L'inspecteur général chef de service de l'IGF, il avait lancé cette campagne pour quelle raison? Bien, nous ne pouvons pas... Nous ne disons que ce que nous pouvons constater. Les raisons, il n'y a que lui qui peut les expliquer. Bon, nous avons suivi d'autres sources qui indiquent qu'il s'était mis en tête, ou des gens lui avaient dit qu'il pouvait lui-même devenir ministre des Finances et que pour y arriver, il fallait liquider celui qui occupait le poste. Vous connaissez l'histoire du grand vizir Iznogoud qui veut être calife. Oui, voilà. Qui veut être calife à la place du calife, toi de là que je m'y mette. Donc voilà, les campagnes médiatiques qu'il menait allaient dans ce sens-là, liquider dans l'opinion publique, au sein des institutions, au sein des cercles du pouvoir, celui qui occupait le poste qu'il lui-même enviait. Là, vous êtes en train de rapporter ce qui se dit. Ce qui se dit, nous ne l'affirmons pas. Mais parce vous, que vous qui avez épluché les documents, les dossiers, vous avez vu quoi Non, nous ne sommes pas Dieu pour sonder les seins, les reins et les seins. Ça, c'est lui-même qui peut savoir quelles étaient ses intentions en menant de telles campagnes de presse contre quelqu'un qui, a fortiori, n'avait absolument rien à voir. Nous établissons les faits que, franchement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien contre Nicolas Kazadi de consistant qui pouvait lui valoir ces campagnes médiatiques, ni même d'aller au procès. Vous le reprochez quoi finalement? Parce qu'un rapport de l'IGF n'est pas forcément ou absolument une parole d'évangile. On peut établir un rapport sur vous, mais après vérification, il y a eu procès. On se rend compte que voilà, il y a eu exagération quelque part, mais l'IGF a quand même bien fait d'essayer d'y voir clair. Non, la justice n'a pas établi il n'y a pas eu de surfacturation dans ce dossier. La justice a demandé à M. Kassenga de continuer l'implémentation de ces forages, tout simplement. Mais c'est à l'avantage de tout le monde. Mais bien sûr. S'il y a surfacturation ou pas. Si on avait trouvé surfacturation, c'est les ministres qui, justement, allaient être incriminés. Puisqu'il n'y a pas de surfacturation, ça montre. S'il y avait surfacturation, c'est le ministre Roubota qui aurait été incriminé. Même pas le ministre des Finances. Le ministre des Finances, puisqu'il discutait directement des prix, notamment aussi. Non. C'est vous qui l'avez dit. Oui, non. Il avait la capacité de dire faites baisser les prix. Donc il peut aussi dire augmenter les prix. Et si il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Si cela s'avérait, on pourrait aussi l'inquiéter par rapport à ça. Non, il ne l'a pas fait. Donc, n'allons pas le juger dans ce qu'il n'a pas fait. Oui. Et voilà. Il a fait, nous avons constaté qu'il a fait gagner à la République plus de 340 nouveaux forages. Donc voilà. Ces forages sont même à Kinshasa, ici, dans les zones périphériques, à Maluku, à Mongafou, là déjà. Chez notre Kinshasa, ici, il y en a, tout le monde peut le voir. C'est toujours écrit Civil Construct. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il y en a dans les provinces. On continue de les implémenter, donc il y a vraiment pas... Alors, on a fini avec le dossier forage. Vous avez découvert que c'était juste une diabolisation contre Nicolas Kazadi. On passe à l'autre affaire, à l'autre dossier, les lampadaires. Les lampadaires. Les lampadaires, c'est un dossier qui n'est pas du ministre des Finances non plus. Le ministre des Finances n'a pas vocation à éclairer les villes. Ce n'est pas dans ses attributions. Le dossier lampadaire, c'est un dossier du gouvernement de la province de Kinshasa. Alors, les provinces peuvent solliciter l'appui du gouvernement. Alors, le gouverneur de Kinshasa de l'époque, M. Gentini Ngobila, a sollicité l'appui du gouvernement central pour pouvoir
éclairer, implanter l'éclairage public sur plusieurs artères de la ville. Voyez-vous? Alors, nous... Rapidement, s'il vous plaît, oui. Oui. Nous sommes le 10 juin 2022. C'est le Jean-Tini Ngobele, le gouverneur, qui écrit cette lettre à son Excellence le ministre des Finances pour solliciter le paiement de 13 693 370,82 $ pour le projet des lampadaires avec la société Selectra. Alors, Nicolas Kazadi lui explique, parce que le dossier avait été passé par toutes les étapes d'approbation, donc marché public, primature, tout ça, donc Nicolas Kazadi ne peut faire que payer. Nicolas Kazadi va donc expliquer qu'il faut créer un compte séquestre spécial dédié à cette opération pour pouvoir bien le suivre. Ils se mettent d'accord. Mais, malgré qu'ils se sont mis d'accord, le 23 juin, le ministre des Finances de la ville de Kinshasa écrit cette lettre au ministre des Finances Nicolas Kazadi. Il lui demande qu'on puisse transférer l'argent dans le compte de la ville de Kinshasa, Kinshasa Fonctionnement. Vous voyez, le compte Kinshasa Fonctionnement, c'est le compte ordinaire où on peut mettre tout l'argent pour faire fonctionner la ville. Nicolas Kazadi va s'opposer à ça. Il va dire qu'il faut un compte séquestre qui est uniquement dédié à cela. C'est dans ce cadre que le même ministre des Finances va écrire à la Sofibank cette lettre le 25 juin pour solliciter que Sofibank puisse créer un nouveau compte qui s'appelle Kinshasa Investissement qui serait dédié uniquement à cette opération. Voilà. Selon le contrat donc tel qu'ils vont se mettre d'accord, pour éviter trop de fraude, on va faire ceci. L'argent qu'on va mettre dans ce compte-là, c'est comme ça que Nicolas Kazadi va s'entendre avec Ngobila. On va mettre dans ce compte-là, on va décaisser une première tranche de 30% qu'on va mettre dans le compte du fournisseur, c'est-à-dire la société Solectra de Samba Batili. Les 70 autres pourcents qui vont rester, ils vont être payés par tranche également, mais directement aux fournisseurs en France. Ça, c'est pour éviter les fraudes. Vous voyez, si on donne l'argent au fournisseur ici à Kinshasa, il peut prendre une partie de cet argent et rétrocéder au bienfaiteur. Mais si on envoie directement chez le fournisseur qui est en France, il est difficile de procéder à ces opérations de rétrocommission. Voyez-vous, c'est ainsi que la Sofibank va créer ce compte séquestre. Je ne vais pas lire le numéro. Oui. Voilà. Oui, je vais rapidement vous demander de conclure par rapport à ce sujet. Jusque-là, vous ne faites que défendre le ministre Nicolas Kazadi. Vous n'incriminez pas Jules Alinguete. Non, je cherche... Ouais. Non. Voilà, nous y allons justement. On n'a plus le temps, malheureusement. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Le gouverneur de Kinshasa va solliciter, par cette lettre que vous voyez ici, à l'inspecteur général des finances, parce que Nicolas Kazadi a associé l'IGF à la gestion de ce compte-là. Et puis, il y avait pour tout mouvement, on devait recourir à sa non-objection. Alors, le gouverneur Ngobila va écrire à l'IGF pour solliciter qu'on vire la deuxième tranche dans le compte Kinshasa, chez Solectra, la société prestataire, directement. Il écrit à l'IGF. Et l'IGF répond par cette société, par cette lettre-là, pour autoriser qu'on prenne cet argent qu'on donne à la société prestataire Solectra. Donc c'est ça les genres qui font qu'il peut y avoir de fraude. Ça c'est la lettre de l'IGF. Heureusement, c'est Nicolas Kazadi qui va entraver cette démarche-là. Il va demander à la Sofide, pas question de livrer les 70% restants à la Solectra. Il faut envoyer directement chez le fournisseur en Europe, donc en France. Alors, ce qui est plus grave encore, c'est quoi? Si Nicolas Jules Alinguete a lancé des campagnes médiatiques, encore une fois, pour accuser le ministre des Finances d'avoir surfacturé, pour accuser le projet d'avoir été surfacturé, nous avons quand même pu obtenir de la ville de Kinshasa les marchés qu'il y avait en cours pour l'électrification, pour l'électricité publique à Kinshasa. Nous avons pris deux sociétés. Nous avons la Solectra Samba Batili, dont nous parlons ici, mais il y avait aussi la société Proton. Nous voulons comparer quand même assez rapidement. Les lampes de Solectra sont de 80 watts.
celles de protons sont de 74 watts. Les batteries des Solectra sont de 26,6 volts. Les batteries des protons sont de 12 volts. Les panneaux des Solectra sont de 270 watts. Ceux des protons sont de 80 seulement. L'éclairage public des Solectra est à 60 lux et ceux de le proton est de 30 lux seulement. Et le prix vous savez quoi? Rapidement, le montant? Le montant de Solectra et le kit lampadaire complet est à 4 900 $ et ceux de proton à 6 147. Donc Solectra offre une meilleure qualité, Proton une moins bonne qualité, mais Proton est beaucoup plus cher. Ouais. Et là, Jules Alinguet, ne parle pas de surfacturation pour Proton. Pourquoi? Parce que Proton appartient à Raouji. Raouji, c'est le principal client du cabinet fiduciaire de Jules Alinguet. Et ça, c'est le 4e volet de notre enquête qui montre les raisons pour lesquelles il a été révoqué de sa fonction, même si on a maquillé ça sous forme de retraite. Il a été révoqué, vous avez dit? Il a été déchu de sa fonction, ça c'est clair. Il a été mis à la retraite. Révoqué pourquoi? Jusque-là, je n'ai pas vu quelque chose l'accablant jusque-là. Mais justement, tout ce que nous disons ici, le dossier avec Raouji, c'est un dossier très accablant contre lui. Nous avons publié les gens veulent savoir, en fait. Voilà. Rapidement, regardez déjà, on nous explique déjà. Allez-y sur l'avenue Elenguessa, allez-y sur Rompo-Willery. Regardez les lampes de Solectra. C'est très puissant. Venez même à 3 h du matin, vous verrez les lampes là tiennent. Mais allez sur Chaba, regardez les lampes de Proton. On est à 3 h du matin, c'est déjà comme des lucioles là. C'est tout petit comme ça. Pourtant, ça coûtait 6 147 $ l'unité, le kit. Alors que celles de Solectra ont coûté beaucoup moins cher. Et Jules Alinguet n'a pas parlé de surfacturation pour Proton parce que ce sont ses clients d'Eurobank. Nous avons publié plusieurs reçus où Jules Alinguet, son cabinet, aide le société de groupe Raouji, Beltesco, Proton, Prodimpex et consorts à frauder le fisc. Vous imaginez c'est grave ces accusations. Mais c'est grave, je vous le dis. Imaginez-vous que des poursuites soient engagées contre Jules Alinguet et notamment on vous appellerait pour témoigner à charge. Ce document-là existe effectivement, ce document existe. Merci. Vous savez, la TVA par exemple, la TVA n'a pas d'impact sur la trésorerie d'une entreprise. La trésorerie est payée par le consommateur final. L'entreprise ne fait que la collecter pour la remettre à l'État. Voyez-vous? Alors, nous avons publié des documents dans lesquels, avant de payer la TVA qu'ils ont collectée pour l'État, ils doivent refaire des travaux sur ça. Vous faites les travaux pour ça, pourquoi? Et c'est le cabinet d'Alinguet qui fait ces travaux-là. Merci. Vous imaginez? Merci beaucoup. Et en faisant ces travaux, il s'est fait rémunérer. Nous avons des reçus où il a signé de sa propre main. Et c'est pour ça qu'il ne dit rien sur les lampes de Proton qui sont beaucoup plus chères que celles de Solectra. Tout ce que vous avez exploité se trouve dans les enquêtes que vous avez déjà publiées. Si les téléspectateurs veulent creuser davantage, on va leur donner à la fin votre site web, notamment le lien de votre média en ligne. Merci Bélard Mouy. Tout à fait, les liens il y a finance-cd.com ainsi que le site de Chronique Eco, c'est chroniqueeco.com. Alors, je ferai également une contre-enquête à partir de ce que vous avez déjà révélé. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci d'être passé. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'invité. On reste ensemble et on se retrouve au prochain. Merci.